Cet épisode a été enregistré avant la période de confinement. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers. Et pourquoi ne pas profiter de cette période pour développer votre spiritualité ? Restez chez vous et à très bientôt. Vous écoutez À l'écoute de sa voix ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. De la star de YouTube à votre voisin de palier plus anonyme, Aleph donne la parole à ces personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. C'est tellement enrichissant de les écouter et leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. Un jour, mon frère me dit « mais tu dois être chaman ». Et je le regarde et je lui dis « chat quoi ?» J'avais jamais entendu parler du mot. Je suis Christine de Joigny et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Marie Regnault. Marie Regnault est une professionnelle de la communication, des événements et des voyages sur mesure. Elle se dit ouvreuse de cœur, guide et connectrice au service des femmes leaders et dirigeantes afin qu'elles se mettent au service de plus grands qu'elles. Marie, dans mon monde d'aujourd'hui, c'est un peu mon héroïne. C'est mon héroïne parce qu'elle a réussi le pari dingue d'introduire la spiritualité dans un univers très peu enclin à l'accueillir. Le sacro-saint du business, du management et de la gestion d'entreprise en France. Je veux parler de l'association HEC Alumni. HEC. Si ces 3 lettres vous laissent totalement indifférent et vous ne savez pas de quoi je parle, imaginez simplement parler de danse classique à un CRS. Vous voyez la collision entre 2 mondes que tout oppose ? Marie est passionnée, Marie est déterminée, Marie a une approche décomplexée du monde des esprits et a co-créé un club spiritualité dans un milieu qui rejette, a priori, tout ce qui ne se mesure pas. Elle nous parle de nuages, de rugby et de la force du collectif. Voici son histoire. Vas-y, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, qui es-tu ? Écoute, je suis d'une famille provinciale à la base, arrivée à Paris quand j'avais l'âge de 13-14 ans, plutôt catho, sans être très pratiquante, mais avec quand même une résonance spirituelle quand j'étais petite, avec le parcours catholique assez classique. Et puis par contre le background, je devais être ingénieur, mon père voulait que je sois ingénieur, j'ai fini par faire une école de commerce, après avoir fait des études de statisticienne, donc j'ai quand même un parcours assez classique, avec beaucoup de chance d'être partie aux États-Unis après avec mon bac, donc qui m'a ouvert un petit peu l'esprit par rapport à une vie franco-française. Donc j'ai fait des études de stats et ensuite je suis allé à HEC où j'ai fait du marketing et de la com, donc un parcours quand même très très classique sur la partie académique. Et puis après, les grandes entreprises, en com, marketing, voilà. Donc les choses ont un peu shifté depuis, en fait. Donc du coup, c'est ce qu'on connaît de Marie, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi que peu de personnes connaissent ? La chose principale que je peux dire de moi et qui peut paraître bizarre, c'est que je parle aux nuages et que les nuages me répondent. Excellent. Ouais. Est-ce que tu as parlé aux nuages aujourd'hui ? Pas encore, parce que je suis pas encore sortie en fait, et puis en plus il fait très beau aujourd'hui et j'ai pas vu de nuages dans le ciel, donc voilà, mais je leur parle quasiment tous les jours. Et quelle est ta première pensée au réveil ? La toute première, c'est « Oh, j'aurais bien aimé dormir 1 heure de plus », mais la vraie première pensée, on va dire un petit peu plus philosophique, c'est « Merci de me réveiller ». C'est la gratitude de me réveiller, parce que on se couche en ne sachant pas si on va se réveiller. Moi, en tous les cas, je me pose toujours la question. Et tous les matins, je remercie l'univers de me réveiller. Quand tu parles de gratitude, quand tu parles de l'univers, on le sait, là on va parler essentiellement de spiritualité. C'est le but, la raison d'être du podcast. Et puis c'est aussi comme ça que je t'ai connue. Et donc, pour toi, tout simplement, c'est quoi la spiritualité ? C'est une grande question philosophique, on pourrait y passer des heures. En 1 ou 2 phrases, pour moi, la spiritualité, c'est la capacité de se connecter à plus grand que moi. Je parlais des nuages tout à l'heure, mais je considère que les nuages sont plus grands que moi. C'est la capacité vraiment de se connecter à notre environnement, à la nature. C'est aussi cette acceptation qu'il y a quelque chose autour de moi qui me guide, même si c'est invisible, et qui est là, qui est vraiment présent. Alors certains vont appeler ça Dieu, d'autres vont appeler ça l'univers, d'autres vont appeler ça la source, les anges gardiens. Moi je fais un peu un amalgame de tout ça en me disant voilà, il y a quelque chose de plus grand que moi. Mon background catholique
naturellement me ferait dire Dieu, mais ça choque certaines personnes, donc c'est voilà. Mais pour moi c'est ça, c'est vraiment cette connexion à quelque chose de plus grand que nous qui nous guide sur notre chemin. Et cette guidance, en ce qui te concerne, elle prend quels aspects? Elle prend des aspects d'échange dans la prière, dans la méditation, dans quelque chose qui m'intéresse depuis plus récemment qui est le chamanisme, donc la connexion aux esprits. Et c'est vraiment un échange, c'est-à-dire que c'est des questions que je vais poser, les gens disent pour simplifier à l'univers, et des réponses qui me reviennent régulièrement. Et c'est encore plus flagrant quand je fais ce qu'on appelle des voyages chamaniques, où là je vais vraiment poser des questions à mes esprits. Si ça t'intéresse, on pourra aussi parler un peu de la notion des esprits dans le chamanisme. Bien sûr. Mais c'est de recevoir des messages qui me sont donnés sur moi ou sur d'autres personnes qui me sont posées. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et puis ça peut être aussi des prières, ça peut être... malgré le fait de m'intéresser au chamanisme, je vais encore à la messe. Et quand je vais à la messe, je prie... ça peut être des saints, ça peut être la Vierge, m'appelant Marie en plus, c'est assez logique. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la spiritualité, c'est cette capacité aussi de se dire que il y a plein de choses possibles. Pour moi, on a tous des croyances différentes, mais on a tous finalement des chemins différents pour arriver à ce même objectif qui est d'atteindre plus grand que soi. Et le chamanisme, tu y es venu il y a combien de temps à peu près? Alors c'est une histoire assez marrante, comme je le disais, je parle aux nuages, persuadée que j'étais un peu particulière quand même. Mais ayant eu des expériences tellement fortes de pluie qui s'arrêtait pendant des mariages ou pendant des événements, et ça m'arrivait tellement régulièrement que j'ai commencé à me poser des questions vraiment sérieuses. Et un jour, mon frère me dit « mais tu dois être chaman ». Et je le regarde et je lui dis « chat quoi ?» J'avais jamais entendu parler du mot. Alors j'ai googlé, hein, merci Google, je trouve que c'est une vraie aide dans notre vie quotidienne. Et j'ai trouvé effectivement des personnes qui avaient des parcours de chaman en étant blancs et en étant dans des vies assez occidentales, dont une femme qui s'appelle Maud Séjournant, qui a écrit des bouquins sur le sujet et qui a importé en France les accords Toltec. Et Maud est chamane, a été formée aux États-Unis et m'a prise sous son aile pendant quelques mois pour me montrer ce qu'était le chemin d'un chaman. Et puis en parallèle de ça, je continuais toujours à parler avec les nuages. Et lors d'une conférence aux États-Unis à San Francisco, quelqu'un me dit tu devrais lire un bouquin qui s'appelle Weather Shamanism, donc le chamanisme de la météo. Donc j'ai lu le bouquin et au bout de 15 pages, je me suis dit waouh, cette femme raconte mon histoire en fait. Elle donnait des exemples de gens qui parlaient avec les nuages, entre autres d'une femme qui s'appelait Marie, catho d'origine et parlant aux nuages. Et là je me suis dit c'est un signe. C'est plus le hasard. Et voilà, c'est plus le hasard. Et j'ai voulu contacter cette femme et en fait, je suis en train de me former avec elle depuis maintenant plus de 2 ans. Ça a démarré par un stage de 15 jours fin 2017 et donc depuis fin 2017, je suis formé par elle au chamanisme. Et justement, alors donc là tu parles donc il y a 2 ans que tu te formes avec elle. Et quelle place prend la spiritualité dans ta vie? Alors c'est intéressant parce qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau temporel que nous les humains on met derrière ça. Donc effectivement, elle prend pas tout mon temps. Par contre, je pense qu'elle est tout le temps là. Je ne suis pas en permanence en train de penser à la spiritualité, mais par contre, je sais que je suis dans la spiritualité en permanence. Par contre, le temps que j'y consacre physiquement, volontairement, donc en formation, en conférence, etc., je vais dire, allez, je fais 2 semaines par an de formation, plus des week-ends, plus le temps que j'y passe dans la journée, soit à méditer, soit à prier, etc., etc. Donc, c'est compliqué de mettre un pourcentage. Ça, c'est une notion qui est quand même très très humaine. Par contre, je pense qu'effectivement, elle est là en permanence. C'est-à-dire que dès que je suis dans le silence, dans le calme, ce qui est hyper important dans notre vie actuelle, effectivement, je vais avoir une pensée pour mes animaux alliés, pour mes guides, etc. Puis comme je disais tout à l'heure, les nuages, que quand je me balade dans la rue, j'ai toujours une petite pensée pour eux, je leur dis bonjour, et voilà. Donc il y a une espèce de fil rouge, de fil conducteur qui est là en permanence. Alors, je l'ai dit en introduction, donc tu fais de l'accompagnement, des formations, des conférences, et donc dans ton business, est-ce que tu utilises, est-ce que tu t'appuies sur la spiritualité ou c'est quelque chose que tu sépares complètement? Alors, c'est une question un petit peu complexe en ce moment parce que oui, je pense que j'utilise ça dans le cadre de mon business. Je suis encore, ça fait partie encore des peurs à surmonter, je suis encore un petit peu frileuse à l'idée de vraiment le mettre en avant. Mais je me rends compte que quand je le mets en avant, ça fait venir les gens vers moi. Donc il y a des gens qui sont intéressés. J'ai eu une conversation avec quelqu'un l'autre jour qui me dit « Oh, surtout tu peux pas en parler ».
Puis je regardais la personne en disant, tu sais, j'ai pas besoin de 400 clients, j'ai besoin de 10, 15 clients. Et je pense qu'en France, je dois bien pouvoir trouver 10, 15 clients qui s'intéressent au sujet. Donc mon idée, c'est d'attirer des gens qui s'intéressent à ce genre de sujet. C'est clair que je vais pas attirer quelqu'un totalement athée qui dit que tout ce que je raconte, c'est des conneries, et je vais pas avoir envie de travailler avec cette personne. Pardon pour le mot connerie. Je vais la refaire, la phrase, cette-là. Certainement pas, non, bah non, non, celle-ci, elle sera pas coupée au montage. On a Marie brute de décoffrage, c'est comme ça qu'on aime ça. Alors, on peut être spirituel et être aussi Claire, je confirme. Fan de rugby et de troisième mi-temps de rugby. Claire, on peut aimer le hard un peu, enfin le rock un peu hard, voilà. et être spirituel. Et aimer les slow aussi en même temps. Non, d'ailleurs, c'est amusant que qu'on en vienne à ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est la spiritualité, je pense qu'elle se vit partout. C'est une anecdote que je te raconte, je sais pas si tu la garderas ou pas, mais c'est une anecdote qui est marrante, c'est que j'adore le rugby. J'ai été pom-pom girl du rugby club de HEC, donc voilà, donc j'ai fait des troisièmes mi-temps, j'ai de temps en temps un langage qui peut ne pas être très châtié, mais c'est pas très grave. C'était très amusant parce qu'il y a 2 ans, j'étais à un stage de chamanie, donc j'ai passé ma journée à me mettre en connexion avec les esprits, à jouer du tambour, etc. Et j'ai dû filer à la fin parce que j'allais voir un match de rugby, et je me souviendrai toujours de la tête d'une personne dans le groupe me disant « Mais comment tu peux faire et des trucs spirituels et aimer le rugby ?» Et je dis, bah, d'un côté, il y a le côté éthéré dans l'air, voilà, et puis de l'autre côté, bah, le rugby, c'est quelque chose qui m'ancre. Et je pense qu'effectivement, une des raisons pour laquelle j'aime le rugby, c'est ce côté très terrien, quoi. Ouais. Et puis il y a un côté humain, de l'être humain, qui aime bien gagner, qui aime bien... Très concret. Voilà, c'est très concret, alors, ça fight un peu, mais je pense que ça fait aussi partie de l'être humain, c'est cette capacité de se dire, on peut être dans le très concret et en même temps dans le très éthéré. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as fait un coming out spirituel? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as annoncé à tes proches, à des personnes qui te sont chères, coucou les gens, je parle aux nuages, ou je crois à quelque chose de plus grand que nous? Alors, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu un jour une conversation avec mon frère où je lui ai expliqué qu'effectivement je parlais aux nuages et que j'ai trouvé ça bizarre. Donc ton frère était quand même déjà un peu ouvert à la... Ouais, et puis il a vécu à La Réunion. Je pense qu'à La Réunion, ils ont un accès à la nature qui est un peu différent de la nôtre en métropole. Donc il y a eu cette première chose, et puis la découverte de différentes personnes. Mais j'en parlais très, très doucement. Oui, en fait, le coming out, je pense qu'il s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu cette première étape où j'en ai parlé à mon frère, comme je te le disais tout à l'heure, où il m'a dit que j'étais peut-être chamane, donc je me suis renseignée, et puis j'ai avancé, et quand j'ai commencé à en parler à ma famille un peu plus large, donc mes parents, mes filles, ils m'ont tous un peu regardé du genre, ouais, c'est hyper bizarre, de toute façon, Marie, elle est bizarre, donc voilà. Ça a un peu inquiété du monde, en fait. Donc ça veut dire que déjà toute petite, on te trouvait bizarre ou... Non, mais oui, peut-être, parce que j'ai toujours eu un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai démarré l'école avec 2 ans d'avance, à 3 ans je savais lire, écrire, compter, donc ouais, j'étais déjà une gamine un peu différente des autres. À l'école, j'étais toujours un peu mise à part, jusqu'au jour où j'ai compris que si je faisais autant de bêtises que les autres copines, là, je serais acceptée et voilà, et intégrée. Donc j'ai grandi en me sentant différente, et je pense que mon entourage le savait et le voyait. Je suis partie aux États-Unis à l'âge de 16 ans. À l'époque, on est en 80, ou à l'époque où personne ne partait comme ça vivre à l'étranger. Donc j'ai toujours eu une vie un petit peu différente des autres, sans le vouloir ou en le voulant. Finalement, je sais pas si c'était vraiment volontaire, mais je pense quand même qu'au fond de moi, j'étais contente d'être différente. Et cette différence à travers la spiritualité, finalement, parce que de toute façon, Marie, elle fait toujours des trucs différents, donc c'était normal, mais ça a inquiété un peu du monde quand même, parce qu'ils se sont vraiment dit tous, elle est en train de partir dans une voie tellement pas classique, que comment elle va faire, quoi. Et ça a vraiment commencé à inquiéter les gens, en se disant, mais est-ce que ça va la faire manger? Elle a 2 filles à élever, donc il y a eu une espèce de projection de peurs diverses et variées sur moi, surtout sur le côté matériel. Ouais. Donc du coup, j'en parlais pas trop. Et puis c'est des amis qui me regardaient en me disant « Marie, elle est quand même bizarre. » Bon, voilà. Et puis un jour, il y a quelques années, je me suis dit « J'ai fait HEC, c'est quand même une école qui est très management, très orientée business, très orientée développement de l'entreprise, développement des personnes, mais plus à travers une réussite professionnelle, etc. » Et je trouvais qu'il manquait vraiment une dimension humaine, / spirituelle. Et je me suis dit « Tiens, j'ai envie de monter un club qui parle de spiritualité. » Et tout le monde me disait, HEC, laisse tomber, ça ne marchera jamais. Jusqu'au jour où, et je pense que ça a été le début de mon coming out, j'en parle à une journaliste, une ancienne HEC qui s'appelle Christine Kerdelan,
qui à l'époque était rédac-chef adjointe ou rédac-chef de l'Express. Il y a un très joli prénom. Et tout à fait, elle a un très très joli prénom, Christine, le Christ en plus, donc voilà. Et je dis à Christine, tiens, ce serait super si je montais un club spiritualité à HEC, et Christine, qui est quand même quelqu'un qui est bien ancré et pas du tout farfelu, me dit, mais c'est génial comme idée, vas-y, fonce. Et là, en fait, quelque part, elle m'a donné une autorisation. Représentant pour moi quelqu'un d'important et représentant la communauté HEC, et donc l'idée, elle est restée. Donc, après avoir discuté avec Christine, j'en parle aussi à 2-3 personnes qui me disent « Ah, mais tu devrais rencontrer un autre HEC qui s'intéresse à ce genre de sujet. » Et en fait, je me suis rendu compte de la force du collectif. En bossant avec lui, donc avec Michel Faringue, on a réussi à monter ce club devant des gens qui n'y croyaient absolument pas, voire qui nous prenaient pour des fumeurs de moquettes, parce que plusieurs fois, ça m'est revenu aux oreilles. Et donc, on a monté ce club l'été 2018, et on a eu une adhésion incroyable, puisqu'en 48 heures, on a eu plus de 260 personnes qui se sont inscrites. Et depuis, ça cartonne. Donc du coup, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un besoin. Et mon vrai premier coming out, où j'ai utilisé le mot coming out, c'est à la première conférence avec Corinne Sombrin, qui, comme vous le savez, elle-même a été formée par des chamans en Mongolie et a amené une partie du chamanisme en Europe. Où à la fin de la conférence, j'ai regardé tout le monde dans la salle, il y avait 75 personnes, et j'ai dit « Génial, aujourd'hui je fais mon coming out chamanique ». Donc c'est le premier jour où j'ai utilisé le mot coming out. Avec comme marraine Corinne Sombrin. Avec comme marraine Corinne Sombrin, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, effectivement, ça a été la première fois où j'ai enfin dit que je m'intéressais au chamanisme. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, mon coming out spirituel, j'ai jamais eu besoin de le faire parce que j'ai toujours été dans la spiritualité, mais plus côté catholique chrétien, quoi. Donc maintenant, c'est les questions que les gens se posent plutôt, c'est mais comment tu arrives à concilier les deux en fait. Donc, Alors justement, restons sur les peurs, parce que ça c'est les peurs des autres. Est-ce que toi tu as des peurs aujourd'hui par rapport à cette spiritualité? Est-ce qu'il y a des peurs qui te bloquent pour aller encore plus, pour la développer? Il y avait des peurs qui me bloquaient, qui étaient effectivement la peur de qu'est-ce que je vais faire matériellement si je me lance sur ce chemin, qui était vraiment une peur importante et qui est encore un tout petit peu là, mais qui est en train de partir. J'ai l'impression que c'est une espèce de vapeur qui est en train de partir. Il y a une autre peur qui était de perdre des gens autour de moi. Bon, effectivement, c'est un peu arrivé, et des gens qui comprennent pas mon chemin, et voilà. Mais cette peur-là, pareil, je l'ai surmontée. C'est intéressant que tu poses une question sur la peur, parce que je pense que je suis arrivé à un point d'avancement sur mon chemin. Je pense qu'il y a encore des peurs. Mais j'ai l'impression qu'elles se sont totalement diluées dans une chose majeure, qui est je n'ai plus peur de mourir. Alors ça peut paraître bizarre, j'ai peur de souffrir, j'aimerais pas mourir d'un truc où je vais souffrir pendant des mois et des mois, mais je n'ai plus peur de passer de l'autre côté, parce que dans ce coming out finalement, et dans tout ça, il y a cette confiance absolue dans le fait qu'il y a quelque chose après. Et je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Il y a plein de gens qui vont dire, mais c'est n'importe quoi, on est là juste de passage sur Terre et après on redevient poussière. Comme poussière, ouais. J'ai des frissons, tu vois, tu en parles, j'ai des frissons. Moi, je pense qu'effectivement, notre enveloppe charnelle redevient poussière, redevient quelque chose pour nourrir les petits bestiaux sous la Terre, mais c'est très bien en même temps. Mais par contre, je suis persuadée qu'on a une âme, qu'on a quelque chose qui... Je parlais tout à l'heure de cet accès à l'invisible, et c'était ça la spiritualité. Pour moi, il y a une espèce de fil entre mon corps physique et cet invisible, qui est mon âme. Toutes les expériences chamaniques que j'ai eues depuis 2 ans et demi que je me forme, au sein de toutes ces expériences chamaniques que j'ai eu des expériences où j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose après la mort et que j'ai aucun souci à me faire. Donc, alors je ne dis pas que si un jour je suis dans un avion qui commence à se casser la figure, je vais pas avoir le palpitant qui va se mettre à être comme ça et avoir vraiment peur. Heureusement, là c'est le cerveau reptilien qui réagit. Évidemment. Exactement. Je pense qu'une fois qu'on a réussi à travailler cette peur majeure, parce que c'est la peur de tout être humain en fait, en fait les autres peurs paraissent vraiment pas très graves, quoi. Est-ce que juste avant ce coming out, il y aurait un conseil que tu aurais aimé recevoir? Est-ce que j'ai un conseil que j'aurais aimé recevoir juste au moment, tu sais, où tu te lances et que tu... En fait, ce conseil, je l'ai reçu quelque part, c'était Christine qui m'a dit « Vas-y, fonce, ton idée est géniale ». Mais c'est ça, c'est plus qu'un conseil, c'est une autorisation. Et je pense que j'attendais de quelqu'un pour qui j'avais du respect et que je considérais comme étant quelqu'un de sensé, j'attendais une autorisation.
Et comme je rencontrais plein de gens qui étaient déjà dans la spiritualité, déjà un peu perchés comme moi je le suis, etc., bah du coup ça me donnait pas une autorisation, parce que je dis de toute façon ces gens-là ils sont comme Ils moi. sont acquis à la cause. Le fait d'avoir quelqu'un en face de moi, de sensé, qui a priori n'était pas branché sur le sujet, me dise vas-y fonce, c'est une idée géniale, je l'ai eu ce conseil. Il est peut-être arrivé un peu tard, mais c'est pas grave. De toute façon, dans l'échelle humaine, du moins dans notre vie humaine, on parle du temps en permanence, mais finalement il n'y a pas de temps. Et si je l'ai eu à 50 ans, bah, je l'ai eu à 50 ans. Je connais des gens qui ont ce genre de choses à 20 ans. C'est que c'est le bon moment, en fait. Ça aussi, c'est une chose importante dans la spiritualité, c'est que tout est juste, en fait. Et ça arrive au bon moment. Tu parlais d'âge, tu parlais de 50 ans, 20 ans. Revenons à quand tu étais une enfant. Quel est le livre parmi les tout premiers que tu as lus qui te reste en mémoire? Alors, c'est une série de livres. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a une série de livres qui était Les Fantomettes. Ouais. J'adorais Fantomette, c'était la super héroïne qui avait mon âge en plus, ou un peu plus que mon âge, donc hyper inspirante et puis qui résolvait des problèmes incroyables. Et puis il y avait cette double vie. Et puis voilà, exactement, qu'il y avait cette double vie. Ah bah c'est intéressant maintenant que tu dis ça, effectivement, je pense que le côté double vie devait me parler aussi déjà à l'époque. Ouais. Et il y a un autre bouquin qui m'a marqué énormément à l'époque, c'était La Bible d'une grand-mère de la comtesse de Ségur, qui est en fait un peu dans le principe de la comtesse de Ségur qui raconte des histoires. En fait, elle raconte l'histoire de la Bible à ses petits-enfants. Et j'ai trouvé que c'était génial. Je devais avoir 8 ou 9 ans quand je l'ai lu. Et je trouvais que elle avait romancé l'histoire de la Bible de façon incroyable. Et donc, à mon avis, il y avait déjà un petit côté un peu spirituel chez la petite Marie. Voilà, c'est vraiment comme ça, spontanément, les deux bouquins qui me viennent en tête. Quelles sont les personnes, on va en prendre 3. Est-ce que là, tout de suite, tu as 3 noms qui te viennent en tête de personnes que tu aimerais rencontrer? Alors, il y en a un, Keanu Reeves, l'acteur américain. Eh oui. Alors, pas uniquement pour le fait qu'il soit particulièrement sexy, parce que je trouve, lui et il y a un autre acteur aussi de Hollywood qui est sur ce même chemin, il a un côté spirituel extrêmement puissant, et je pense que, alors maintenant je me trompe peut-être totalement, il y a quelque chose qui me vient maintenant, c'est qu'à mon avis il a découvert ça grâce à Matrix. Parce que dans Matrix, en fait, il se connecte à cet invisible, et voilà, et à mon avis, il a commencé à avoir son chemin à ce moment-là, et donc le Nemo de Matrix est très présent en lui, et lui, il prend vraiment fait et cause pour tout ce qui est plus grand que nous. Voilà, j'adorerais rencontrer Keanu Reeves, même si je reste aussi encore dans le fantasme du Keanu Reeves de Point Break. Il a un petit peu vieilli depuis. Donc lui fait partie. Il y a une deuxième personne spontanément que j'adorerais rencontrer, c'est le pape, le pape François. Parce qu'il est ouvert aussi, pareil. Pour moi, l'ouverture d'esprit est vraiment quelque chose de très important. Puis voilà, on parle de spiritualité. Une troisième personne que j'aurais adoré rencontrer, qui malheureusement n'est plus de ce monde, c'est Simone Veil. Oui. Qui est une femme incroyable. Alors on m'a déjà comparé à elle. Au début, je ne sais pas si je devais le prendre comme un compliment parce que physiquement, il y a une légère ressemblance. Il paraît. Vous l'avez vu, surtout quand je me fais un chignon. Voilà. Ah ouais, oui. Bon. L'autre jour, j'ai lu un article un peu plus intime, sur la vie un peu plus intime de Simone Veil. Je crois que c'était un de ses fils qui disait ça. Et une autre chose que j'ai en commun avec elle, c'est qu'elle travaillait de son lit. Ah. Et moi, je travaillais beaucoup de mon lit. Donc je me suis dit, c'est pas mal comme comparaison. Voilà, mais malheureusement, je la rencontrerai quand j'irai de l'autre côté, quoi. Ouais, entendu. Alors, reste sur le triptyque, j'aime bien les triptyques. Si tu devais... tu as le pouvoir de donner des dons, imaginons. Et si tu devais donner 3 dons à un enfant qui vient de naître, ce seraient lesquels? Alors, 3 dons que je donne à un enfant. La totale confiance en lui, de ses idées, de ses certitudes, la capacité à suivre son rêve, en fait. Voilà. Ouais. Et à ne pas obligatoirement se laisser influencer par son environnement. Je trouve que beaucoup d'enfants sont cassés justement par ces influences. Donc c'est vraiment cette capacité à se dire j'ai un rêve, j'y vais, je fonce. Le deuxième, ce serait, c'est un don qui n'existe pas obligatoirement, mais une forme d'invincibilité par rapport à tout ce qui se passe. Et voilà. Et le troisième don que je donnerais, c'est une cape d'invisibilité pour qu'il s'éclate à aller faire des bêtises sans être chopé. Comme Harry Potter. Est-ce que tu as une devise? Et si oui, c'est laquelle? Ou un mantra, ou en tout cas quelque chose qui te... Rien qu'en le prononçant, tu te sens bien. La vie est belle. La vie est belle? Ouais, la vie est belle. Et la vie mérite d'être vécue, quoi. C'est un mantra qui est relativement récent, parce que je pense que... Voilà. Et un autre mantra, éventuellement, ce serait quelque chose autour de l'optimisme. J'ai pas obligatoirement un mot qui vient, mais j'ai un peu le sentiment, même si je suis une grosse râleuse,
d'être tombée dans une bassine d'optimisme quand j'étais gamine, quoi. De toujours... Si, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Regarde toujours le bon côté de ce qui t'arrive, le bon côté des choses. Toujours. Ça, c'est un truc toujours. Même si il arrive des trucs difficiles et qu'on comprend pas obligatoirement tout de suite quel est le bon côté de ce qui nous arrive, ça serait je regarde le bon côté des choses. Quel était le métier que tu rêvais de faire en étant enfant? Médecin. Je voulais soigner les autres. Ah. Ouais, il y avait un côté, je pense qu'il y avait un côté sauveur du monde déjà dans ma petite tête. Et en grandissant un peu, je voulais être Marie, médecin de montagne à moto. Donc ça faisait M. Excellent. Alors pourquoi la moto et pourquoi la montagne? Je déteste la montagne, donc je pense que ça aurait plutôt été maintenant Marie, médecin de la mer à moto, voilà. Mais je pense qu'il y a une notion derrière qui était la liberté. C'est-à-dire que la moto pour moi est vraiment un synonyme de liberté. Médecin pour aider les autres, et en fait je me voyais chevauchant ma moto dans les routes de montagne. Donc, malheureusement j'ai jamais passé mon permis moto, mais c'était vraiment un fantasme. Et en plus je trouvais que Marie, médecin de montagne et moto, 4M, ça faisait rigolo. Voilà. Tu pars sur une île déserte, qu'est-ce que t'emportes? Mon matériel de plongée avec un compresseur pour gonfler les bouteilles. D'accord, c'est tout? Bon, après une machette pour pouvoir me couper des fruits à manger, et peut-être un arc et une flèche pour tuer des poissons, mais... Voilà, je me la vois bien Robinson. Je pense que je prends même pas mon téléphone. Bon, c'est peut-être un moyen de dire à mes filles que je vais bien, quoi. Ok. Une rencontre qui t'a marqué, Ah, en positif ou en négatif? il y en a eu tellement. Une rencontre qui m'a vraiment marqué. C'est dur parce qu'en faisant un choix, j'élimine toutes les autres, en fait. Je peux faire Joker sur celle-là? Allez, Joker. Une appli indispensable dans ton téléphone? Pour l'instant, WhatsApp. Parce que je trouve que c'est une appli qui permet vraiment de rester en contact avec les gens et qui permet d'envoyer des photos et qui en plus on peut garder les traces contrairement aux SMS et qui est hyper interactif par rapport aux emails. WhatsApp, c'est pas mal. C'est quoi ta série télé préférée? Ma série préférée des quelques années qui viennent de passer, c'est Outlander. Ouais. Parce que le héros, il est juste magnifique. Et 2, je trouve que cette histoire de cette femme qui voyage dans le temps est incroyable. En plus, il y a un côté très spirituel où il y a, au début de la première saison, elle voit un cercle de femmes danser autour d'un arbre et que moi, ça me parle complètement. C'est une histoire d'amour qui est juste sublime et ça fait voyager. Tu disais mes séries préférées. Dans un autre style, j'ai adoré Game of Thrones, même si c'est un peu violent. Mais c'est pareil, ce côté très ésotérique, etc. Quel est l'endroit qui te ressemble? C'est amusant parce qu'en fait je pense à deux choses. Je pense à Paris, c'est-à-dire une ville de lumière qui fait rêver plein de gens et qui en même temps a un côté très sombre avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de gens qui râlent. Donc en fait c'est vraiment un endroit qui a deux faces. Il y a la face lumineuse et la face cachée, moi la face dans l'ombre. Et je pense qu'on est tous comme ça, on a tous ce côté lumineux et ce côté dans l'ombre. Donc là, ouais, Paris, j'aime bien. J'aime bien être parisienne. Et l'autre chose aussi qui me ressemble, ce serait peut-être l'océan, tu vois, c'est le fait de se dire on peut être au-dessus, on peut être en dessous. Comme tu l'as compris, plongeuse sous-marine. Oui, là pour le coup, c'est la connexion à la nature, la connexion aux animaux. Donc voilà. Paris et l'océan. Paris et l'océan, exactement. Bon, pour finir, quels sont les conseils que tu as envie de donner à quelqu'un qui n'ose pas pousser la porte de son propre placard spirituel? Le premier conseil, c'est de quoi as-tu peur? Pose-toi la question de savoir de quoi as-tu peur. Et puis après, vas-y, de toute façon, le pire que tu risques, c'est quoi? Il n'y a pas de pire, quoi. Donc c'est vraiment aie confiance. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis quelques années. C'est aie confiance. Et si c'est ton truc, de toutes les façons, ça ne peut que fonctionner. Donc arrête d'écouter les conseils de tout le monde. Suis ton cœur. C'est magnifique. Merci Marie pour ce moment partagé, ce moment de grande sincérité et authenticité. Je suis très très honorée que tu sois la première et que tu as accepté. Et je te dis à très très bientôt. Moi je te dis aussi à très très bientôt et je suis aussi moi-même très honorée d'être la première et de te permettre de vivre ton aventure et de te permettre de faire ton coming out aussi. À bientôt Marie. À bientôt Christine. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est V-O-I-E. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix.
C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, alécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.